Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Oppo R7. L'Oppo R7, un mobile que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage. Alors aujourd'hui, on est sur la vidéo de test et bien sûr, chez Top for Phone, on va prendre le temps d'analyser ce téléphone. On va le détailler sous tous les angles, qu'il soit matériel, logiciel ou plus largement d'usage. On va vraiment regarder à quoi ressemble ce téléphone, qu'est-ce qu'il permet de faire et à quel type d'usage il se destine, à quel type de public il se destine. Un mobile qui en juillet 2015 peut être précommandé. Il n'est pas encore disponible à la vente, en tout cas pas en Europe. Il est disponible à la précommande notamment sur la boutique officielle de la marque, Oppo, et vous pouvez l'acheter, ou en tout cas vous pourrez le précommander au prix de 399 €. 399 $. Le 1 euro, 1 dollar, très classique. Voilà, donc ça c'est pour le prix. Forcément le prix, 400 €, on va arrondir, c'est clairement le prix d'un téléphone haut de gamme, tendance haut de gamme. Et vous allez voir que ce téléphone effectivement a des points qui sont clairement des points de haut de gamme. Mais comme toujours sur un téléphone chinois, il y a encore des points qui sont perfectibles. Alors le bilan, je vous le dis tout de suite, est globalement positif. On est sur un téléphone qui est très sympathique, qui en propose pour son argent, mais qui malgré tout a un prix élevé au regard du fait qu'il s'agisse d'un téléphone chinois. Mais voilà, il y a quand même encore quelques points perfectibles. Globalement positif et le bilan, malgré tout, il y a quand même, voilà, je viens de le dire, des petites choses qui m'ont un petit peu tracassé, un petit peu titillé, et je vais bien sûr vous les détailler tout au long de cette vidéo. Alors, première partie de la première partie, très classique chez Top for Phone, il y a matériel et l'esthétique. On va vraiment s'attarder sur l'esthétique parce que c'est l'un des points forts de ce téléphone. Alors, première chose, l'épaisseur vraiment mais extrêmement fine de ce téléphone. Il s'agit d'un mobile ultra fin, 6,3 mm d'épaisseur. Particularité de ce mobile, au contraire de certains autres mobiles qui se veulent également ultra fins, le capteur photo est quasi intégré à l'écran, au dos du téléphone, pardon, j'allais dire l'écran, mais pas du tout, au dos du téléphone. Donc on a très peu d'écart entre le capteur photo, cette petite excroissance très légère avec cet anneau métallique, et le dos du mobile. Au contraire, donc, comme je vous l'ai dit, d'autres mobiles, y compris chez Oppo, puisqu'il y a des mobiles chez Oppo où le capteur photo ressort nettement plus. On est donc sur un téléphone ultra fin. Ce qui est assez étonnant, par contre, c'est son poids. On est sur un téléphone ultra fin qui se ressent en termes de finesse au niveau de la main. On a quand même malgré tout une prise en main qui est vraiment très bonne. Et au niveau du poids, c'est là où c'est assez contrastant parce qu'on est quand même sur un téléphone qui pèse 151 grammes, mesuré avec ma propre balance électronique, ce qui est un petit peu supérieur au About 147 grammes qu'avait revendiqué donc le constructeur sur son emballage. Donc on est sur un téléphone qui fait 151 grammes, c'est pas démesuré, c'est pas disproportionné. On est clairement dans la moyenne haute quand même d'un mobile dans cette catégorie. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le contraste entre cette vraie finesse et le poids, et on a donc l'impression d'avoir un téléphone qui est très dense, et c'est ça qui est assez étonnant. Mais comme je vous l'ai évoqué, la prise en main est très bonne, mais on est sur un téléphone qu'il faudra tenir à deux mains pour éviter de le laisser glisser, parce que le dos est extrêmement, justement je viens de le dire, glissant, en raison de cette carrosserie métal. Alors une carrosserie métal, oui, il y a une carrosserie métal, il y a un dos en métal, il y a des côtés, un pourtour en métal, et un châssis en métal. Le téléphone est construit en métal, à tel point que sur tous les éléments qui sont dos et carrosserie, le constructeur revendique qu'il y a 92% de métal. Le reste sont des bandeaux sur lesquels je vais m'attarder d'ici quelques petits instants. Et le capteur photo notamment. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est construit en métal, on est sur un téléphone qui est quand même aussi doté d'une vitre Corning Gorilla 3. Ça, il faut le savoir, on est sur un téléphone donc, qui est vraiment très étudié au niveau de son design et au niveau des composants, ou en tout cas du matériel utilisé pour sa construction. Allez, petit tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on retrouve? Sur sa face avant, un écran de 5 pouces, avec un film protecteur collé de série. C'est-à-dire que quand vous sortez le téléphone de la boîte, il y a déjà un film protecteur collé. Bon, ça c'est quand même une bonne idée, sachant que la vitre derrière est quand même traitée anti-rayures, anti-casse. Bon, ok, on va dire que le téléphone, en tout cas que le constructeur est maniaque au point de coller des films protecteurs sur des vitres dites résistantes. On a un capteur photo pour les selfies de 8 mégapixels, ici vous le voyez en haut à gauche. On a un écouteur, capteur de luminosité de proximité. On a une LED de notification qui s'allume notamment en blanc lorsque le téléphone est chargé. En dessous de l'écran, on a 3 touches, hop, rétro-éclairées, pas du tout. J'allais dire rétro-éclairées, mais elles ne le sont pas du tout, pas une seule seconde, elles ne le sont pas. Elles possèdent par contre un petit effet miroir. Donc on a la touche, hop, vous allez le voir, menu contextuel, ou en tout cas, voilà, gestionnaire, enfin bon, soit, accueil, ici au centre, et retour. Donc voilà, menu contextuel, accueil, retour. Sur le côté gauche du mobile, donc un mobile en construction métallique, aluminium, qui existe en deux couleurs d'ailleurs pour information. Couleur grise, celle que je vous présente aujourd'hui, et il existe également une couleur dorée, couleur champagne.
Sur le côté gauche, on retrouve un bouton On-Off qui ne possède pas de jeu. C'est très bien placé. Sur le dessus du mobile, on remarque notamment un chanfrein ici, mais on remarque le jack 3.5. Bon point parce qu'il y a des constructeurs qui font des téléphones extrêmement fins, presque au niveau de celui-ci, et qui sacrifient le jack 3.5. C'est déjà arrivé notamment en 2014 de tester ce genre de mobile chez Tough or Fun. Sur le côté droit, on a un bouton de contrôle de volume plus-moins, on a un petit slot ici qui permet de retirer la carte SIM, et qui est un slot double emplacement SIM ou carte SIM et micro SD. Vous allez voir ce que je veux dire tout de suite, parce que je vais l'enlever. Sur le bas du mobile, on retrouve deux chanfreins, ok, le connecteur micro USB et le connecteur micro USB certes, pardon, et l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire, un capteur photo ici, Samsung ISOCELL 13 mégapixels, flash LED, le marquage Oppo directement dans le métal avec un petit effet miroir lui aussi. Voilà, on retrouve de la norme CE, le haut-parleur ici caché derrière cette grille et deux capots. Alors il faut savoir que le capot ici et le capot ici, donc sont deux capots qui peuvent s'enlever, non pas par le commun des mortels parce qu'il faut les chauffer, il y a de la colle, et ils permettent d'accéder aux vis qui permettent de démonter le téléphone. Donc ce sont des trappes, ou en tout cas voilà, on va dire ce sont des trappes, mais ce sont des capots collés qui permettent notamment au service après-vente de gérer la réparation potentielle de ce mobile. Alors, petite parenthèse, ces capots m'ont l'air, en tout cas pour les avoir vus dans une vidéo de démontage réalisée par un russe, petite parenthèse, ces capots m'ont l'air extrêmement fragiles. J'ai peur qu'en termes de longévité, il y a un petit souci. Alors, j'ai pas pu le tester dans la durée ce téléphone, vous le voyez, ça fait pas des mois que je l'ai, mais je me demande si justement ces capots, qui sont peut-être dans un métal un petit peu plus souple, un peu plus fragile, si c'est du métal, résistent autant que le dos à l'abrasion, à l'usure du temps. Voilà, donc ça c'est une question, et puis il faut savoir qu'ils sont collés. Donc va savoir comment ça va se porter avec le temps. Si vous laissez le téléphone au soleil qui prend très très chaud, est-ce que la colle justement va pas avoir un petit effet justement un petit peu souplesse? Est-ce que ça va pas s'abîmer? Ça c'est une particularité, je peux pas le garantir, je peux pas dire le contraire. Bon, allez, soit, passons. Alors comme je vous l'ai évoqué, on a sur le téléphone un double emplacement de carte SIM, un slot ici. Alors je vais utiliser un petit trombone, hop, pour ouvrir tout simplement le slot. Je retire le slot, donc à chaud, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais soit. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais retrouver? Hop, je vais retrouver donc deux emplacements de carte SIM, ici, emplacement de carte SIM 1, emplacement de carte SIM 2. Carte SIM ici, format classique. Ici, à la place de la carte SIM, on pourrait placer une carte micro SD. C'est la particularité également de ce slot. Mais la carte SIM qui va de ce côté-là n'est pas une carte SIM au format normal. C'est une carte SIM, enfin en tout cas micro, mais c'est une carte SIM au format nano. Donc à gauche, carte SIM numéro 1, c'est du micro SIM. À droite, si on veut mettre une carte SIM, ça sera du nano SIM. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre une micro SD. Petite particularité de ce slot, alors c'est très malin comme idée, je trouve. Par contre, comme choix de conception, c'est extrêmement mauvais parce que je suis vraiment obligé de faire très attention en glissant le slot avec la carte SIM à l'intérieur pour éviter qu'il y ait un décalage. Voilà, pour éviter que la carte SIM ne se décale et ne puisse pas s'enfoncer correctement dans le téléphone. Il y a vraiment quelque chose ici au niveau de la conception qui est perfectible et c'est un peu dommage. Voilà, hop. Bon, je remets la carte SIM de notre opérateur partenaire Pritel, d'ailleurs, que je tiens à remercier, comme d'habitude, puisque c'est Pritel qui nous permet aussi, non seulement de continuer notre activité, mais voilà, de faire tourner le site internet. Donc encore une fois de plus, merci à Pritel. Alors, revenons-en à l'Oppo R7. Donc vous l'avez compris, il y a du design étudié, sympathique, un petit choix de conception au niveau du slot carte SIM assez particulier, qui n'est pas non plus catastrophique, mais qui nécessite, lorsque vous mettez le slot, que vous remettez les deux emplacements de carte SIM, là, que vous mettez votre SIM, de faire très attention à bien caler la SIM, parce que sinon vous risquez d'avoir un truc qui va partir. Donc faire très attention à ça, et j'imagine que si la carte SIM est mise de travers dans le téléphone, si vous forcez, ça sera probablement pas une bonne nouvelle qui va se produire derrière. Donc voilà, donc il y a des petites choses, mais en tout cas globalement le design du téléphone est très réussi. Un téléphone qui, comme je vous l'ai dit, est doté d'une bonne prise en main, mais pour vraiment l'utiliser correctement et ne pas le faire tomber, il faut vraiment l'utiliser à deux mains, notamment pour taper les SMS. Autre particularité, on est sur un téléphone qui est rigide, c'est vraiment un bon point. Et autre bon point, la dalle tactile étant Corning Gorilla 3, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, elle est vraiment très très rigide parce que j'arrive pas à l'enfoncer. J'ai beau appuyer, mais très fort, là vous le voyez, je suis vraiment en train d'enfoncer, et il n'y a pas moyen d'impacter l'écran qui est derrière. Donc on est sur quelque chose de rigide, de solide, vraiment bien travaillé au niveau du design, avec un petit côté perfectible au niveau du slot carte SIM, micro SD.
Donc voilà, on a fait le tour du design, un téléphone sympathique. Il est donc temps maintenant de parler de l'image et du son. Autre bon point, on est sur un écran de 5 pouces. Vous me direz, c'est pas ça le bon point, et je vous dirais que oui, c'est vrai, c'est pas un écran de 5 pouces qui fait la différence sur un smartphone aujourd'hui. Il y a énormément de smartphones qui sortent avec des écrans 5 pouces et plus de nos jours. Non, la particularité de cet écran, c'est qu'il s'agit d'un écran Full HD, donc 1920 pixels par 1080 pixels. Sur un 5 pouces, ça nous donne une densité très élevée de 440 pixels par pouce, qui n'a rien à envier au flagship des grands constructeurs mondiaux. Donc on est sur un téléphone qui possède un très bel écran, d'autant qu'il s'agit d'un écran utilisant une technologie AMOLED. Technologie, comme vous le savez, qui est une technologie Samsung. Donc on est sur quelque chose de très bien pensé au niveau de l'écran aussi. Et donc pour le coup, je vais lancer une petite vidéo et vous allez comprendre que l'image est belle. Vraiment, vraiment très très belle. Et ça aussi, c'est un énième bon point de ce téléphone. Hop. Alors on va lancer une petite vidéo. Je vais mettre un peu de son, ce qui va me permettre de vous faire écouter aussi le haut-parleur. Voilà, donc on va mettre à 50% de son, 50% de puissance. Voilà, donc forcément vous êtes en train de vous en rendre compte, quand le téléphone est posé sur une table, le son devient étouffé. Pourquoi? Parce que le haut-parleur est situé à l'arrière du mobile, et comme toujours là il n'y a absolument aucune caisse de résonance, il n'y a rien, le téléphone est vraiment collé à la table. Il y a vraiment très très peu d'écart, donc le son devient étouffé. Allez, petite phase de nettoyage pour vous laisser profiter correctement de l'image. Donc on est vraiment sur une très très belle image. Je vais essayer de jongler avec les reflets. Voilà. Vous voyez, c'est coloré, c'est vif, c'est contrasté. C'est de la molette, quoi, tout simplement. Et alors les angles de vision sont tout à fait satisfaisants. Voilà, donc on est vraiment sur un écran de très 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 bonne qualité. Le son, là je vous l'ai fait écouter à 50%. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus puissant, pour vous donner aussi une idée du haut-parleur lorsqu'il est décollé de la table. Et vous allez vous rendre compte que c'est un son qui est vraiment vraiment costaud. 50% de son. 100% de son, 50% de son. J'étouffe le téléphone, donc le haut-parleur au niveau de son haut-parleur, je relâche. Donc on est sur un son qui est vraiment très puissant et qui présente la particularité en plus d'être un son relativement net, ce qui est vraiment un bon point. Donc on est vraiment sur un téléphone qui possède un son net avec son haut-parleur, mais c'est aussi la même chose avec l'écouteur et c'est exactement la même chose avec le jack 3.5. Donc on est sur un téléphone très sympa au niveau de l'image et un téléphone très sympa au niveau du son. Donc encore, vous l'aurez compris, un très bon point. Voilà, donc rien à dire à ce niveau-là, on est vraiment sur un téléphone qui est vraiment de très très bonne qualité. Bon design, bon son, bonne image. Donc il est temps de passer aux performances du mobile. Alors, pour valoriser les performances d'un téléphone, vous le savez, j'utilise notamment l'application Antutu, très connue, très classique. Bon là pour le coup, remise à 0, je vais tout simplement ressortir l'historique. Le téléphone affiche donc un score de 29 134 points. Donc vous me laisserez arrondir cela à 29 100 points. Alors c'est pas un score bluffant, c'est pas un score énorme, déraisonnable, disproportionné. C'est un score qui est clairement plutôt dans la catégorie des moyens de gamme. On n'est pas dans la catégorie des flagships, des grands constructeurs mondiaux, on est plutôt dans la catégorie moyenne de gamme, sachant que les entrées de gamme, selon moi, c'est ma propre appréciation, en 2015, sont plutôt aux alentours de 20 000 points. Donc on est sur un téléphone qui possède des performances plutôt moyenne gamme, et c'est assez étonnant, mais pas trop. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. En fait, le téléphone possède beaucoup de mémoire vive, ce qui est quand même un bon point parce que ça vous permet de gérer du multitâche tranquille. Et quand je dis beaucoup, c'est 3 Go de mémoire vive. Donc on est sur 3 Go de mémoire vive, en plus de la marque Samsung. Donc très bon composant. Donc vous voyez, l'écran AMOLED, souvenez-vous-en, on est sur une RAM Samsung. La ROM, visiblement, est aussi une ROM de Samsung. Donc la puce qui permet de stocker les données est une puce d'origine Samsung. Donc, et on est sur un téléphone qui est doté de composants. Alors, qu'est-ce qui fait que ce téléphone arrive sur les 30 000 points, 29 000 points, plutôt que sur 40 000 et des bananes? C'est son processeur. Son processeur est loin d'être mauvais, ne vous méprenez pas. Mais son processeur est clairement un processeur moyenne gamme, c'est un Qualcomm, ce qui est déjà pas mal, puisque c'est une très bonne marque. Avec MediaTek, ce sont les deux leaders aujourd'hui mondiaux en termes de construction, en tout cas en termes de processeur, pardon. On est sur un Qualcomm Snapdragon 615, le 615 est clairement un moyen de gamme.
Avantage, il n'est pas trop énergivore, donc c'est quand même un bon point. C'est un processeur 8 cœurs, mais les 8 cœurs ne sont pas cadencés à la même vitesse, ce qui fait qu'on a quand même un peu de marge, c'est un peu le côté Big Little. On est sur un téléphone qui possède donc un processeur Qualcomm Snapdragon 615, il y a 4 cœurs qui sont cadencés. Alors là, j'essaie de retrouver la petite fiche. Bon, je ne la retrouve pas, donc ils sont cadencés. Si, c'est ça. 4 cœurs qui sont cadencés à 1,5 GHz et 4 cœurs qui sont cadencés à 1,1 GHz. Voilà. Bon, c'est la particularité d'ailleurs, c'était écrit dessus, j'aurais pu tout simplement le lire. On est aussi sur un processeur graphique, cette fois-ci qui est un Adreno 405, qui est tout à fait logique puisqu'on est sur un processeur Qualcomm. Quand on a un processeur Qualcomm, on a nécessairement en processeur graphique un Adreno 400. Enfin, en tout cas, ici 405. Mais on a nécessairement un processeur Adreno. Voilà, donc on est sur un téléphone qui possède des composants qui sont des bons composants, qui sont moyen de gamme, sauf la RAM, parce que là, la RAM, elle est fournie en quantité largement suffisante. Donc on est sur un téléphone plutôt typé moyen de gamme en termes de performance, mais qui fait tout tourner. Je vais vous le montrer notamment avec Asphalt 8, ça fonctionne à merveille. Alors on est sur un téléphone qui possède aussi, donc je vous l'ai évoqué, de la mémoire de stockage. Donc il y a mémoire vive, ça c'est la RAM, et il y a la mémoire de stockage, ça c'est la ROM. En tout cas c'est la fausse appellation qu'on donne, mais maintenant on appelle ça tout le temps ROM, même si le terme n'est pas tout à fait juste. Donc sur la ROM, on est sur un téléphone qui, revendiqué par le constructeur, est un téléphone qui possède 16 GB. On est en fait dans la réalité sur un téléphone lorsque vous l'allumez pour la première fois qui est plutôt aux alentours de 11,5 gigaoctets de mémoire de stockage. Voilà, donc le reste c'est la conversion et c'est le système d'exploitation qui prend de l'espace. Donc voilà, on est sur un téléphone qui fait au final 11,5 gigas de mémoire de stockage disponible pour l'utilisateur. Et vous l'avez compris, si vous voulez ajouter une carte micro SD, vous devrez prendre l'un des deux emplacements de micro SIM pour cela. Donc à vous de choisir. Soit vous avez un téléphone ici qui est un double SIM, et j'en parlerai en connectivité, lorsque je parlerai de la connectivité de ce mobile, soit vous avez un téléphone qui est simple SIM, mais dans lequel vous pouvez glisser une carte micro SD. Et finalement, je pense que c'est pas plus mal, notamment d'avoir la carte micro SD. Je ne suis pas convaincu que beaucoup d'utilisateurs aient deux cartes SIM. Enfin, je dis ça, mais bon, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, ça se trouve vous avez deux cartes SIM. Mais voilà, on est sur la particularité d'un téléphone qui peut être simple SIM, mais quand même avec emplacement micro SD. Et ça, c'est pas bête, et je pense que c'est plutôt cette configuration qui satisfera la majorité des utilisateurs de ce téléphone, qui est l'Oppo donc R7. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des performances. Je me rends compte qu'il y a quand même un aspect sur lequel je ne suis pas venu, c'est notamment Epic Citadel. Epic Citadel, cette application qui me permet de vous dire si oui ou non le téléphone a une image fluide ou pas. Donc justement, Epic Citadel, qu'est-ce que nous dit Epic Citadel sur ce téléphone? Eh bien, Epic Citadel nous donne un score. Alors, je vous le donne tout de suite parce qu'on ne va pas lancer toute l'application, ça va être long. C'est une application qui prend quand même pas mal de temps pour benchmarker. L'image est fluide, hein, je vous rassure. Là, je suis en mode ultra haute qualité graphique. Voilà. Et donc, en mode ultra haute qualité graphique, on est sur un téléphone. Bon, là, le démarrage est un petit peu difficile. Il y a beaucoup de choses à calculer. Mais vous allez voir que le score, qui est ici plutôt de 20-25, va très rapidement basculer dans les 30 et des bananes. Voilà, 30, 40, 50, pour donner un score moyen à la fin de ce benchmark de 33 images par seconde. Vous l'avez vu, l'image est fluide. À aucun moment le téléphone ne saccade en image. On est vraiment sur une image fluide, mais on n'est pas sur les 60 fps que peuvent revendiquer certains ultra haut de gamme qui valent quand même beaucoup plus cher, voire même le double du prix de ce téléphone. Donc on est sur un téléphone qui possède une bonne fluidité d'image, c'est clair. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de lag au niveau de l'image, c'est fluide. Mais les yeux avertis pourront peut-être se rendre compte qu'on n'est pas au niveau de 60 fps. Voilà. Mais on est quand même sur une image fluide. Là, ne vous inquiétez pas, ne vous méprenez pas sur le sens de mon propos. On est vraiment sur une image fluide malgré tout. Donc un téléphone qui possède des performances qui sont plutôt typées moyen de gamme, mais qui au final arrive parfaitement à fonctionner. D'ailleurs, si je lance Asphalt 8, en espérant qu'Asphalt 8 se lance correctement, ce qui n'est pas gagné, bon voilà. Alors voilà, forcément, vous le savez, à chaque vidéo de Tough for Fun, il faut un fail. Alors le fail ici, c'est quoi? C'est tout simplement qu'Asphalt 8 a besoin de se connecter, pour fonctionner. Ça, c'est vraiment la stratégie Gameloft. Donc le téléphone a besoin de se connecter, on va faire un petit test. On va voir si j'arrive à me connecter. Mon Wi-Fi est vraiment carafe en ce moment. Vous le savez, je suis en train d'uploader des vidéos. Le Wi-Fi est toujours saturé chez moi. Et on va essayer de relancer. On va voir si ça marche. Allez. Voilà, c'est bon. Donc c'était un mini fail, mais bon, quelques secondes de fail, il en faut bien.
Sans au minimum un fail, Top for Fun ne serait pas Top for Fun, vous le savez. Alors, jeu assez lent quand même, Asphalt 8, hein. C'est le jeu pépère qui prend son temps pour se lancer. Indépendamment des performances du téléphone, c'est toujours la même chose. Bon, espérons qu'il n'y ait pas un deuxième fail, justement. Voilà, ça serait quand même assez dommage. Voilà, allez. Alors vous le savez, pour les besoins de la vidéo YouTube, et malheureusement en raison des droits d'auteur, j'ai dû couper la musique. Donc ce qui fait que vous n'entendrez que le bruit du moteur, en tout cas le bruit simulé des moteurs des voitures que vous allez voir. Mais bon, l'essentiel ici, c'est de vous montrer que le jeu fonctionne parfaitement bien et qu'il est fluide. Enfin, pas dans les temps de chargement en tout cas. Voilà. Le son qui est vraiment, vraiment clair. Le son du haut-parleur est vraiment très très bien. Bon, démarrage assez mauvais. Bon, vous le voyez, je suis en train de conduire l'accéléromètre, hein, donc preuve si besoin que ce téléphone est bien doté de l'accéléromètre. Voilà, hop. Voilà, donc image parfaitement fluide, image très très belle. Voilà. Donc, test de jeu 3D validé, ça vous l'avez bien compris. Donc il est temps de passer maintenant à la connectivité de ce mobile. Est-ce que ce téléphone est doté d'une bonne connectivité? Oui ou non? Alors, sur la boîte, lorsque j'ai procédé à la vidéo de déballage, je vous l'avais évoqué, ce téléphone possède un certain nombre de connexions, en tout cas de connectivité de normes réseau. Alors, premièrement, il s'agit d'un téléphone qui est un GSM, donc un téléphone, hein, c'est vraiment la fonction téléphonique et SMS. Il s'agit donc d'un téléphone quadribande. Vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, il est là pour s'accrocher au réseau de tous les pays dans lesquels vous allez aller. Ça, c'est la fonction appel et SMS. La fonction web mobile donc, est confiée à un certain nombre de connectivités, 2G, donc Edge, 3G, 4G. Donc il y a de la 4G sur ce téléphone. La 2G et la 3G ne posent absolument aucun problème au niveau de l'accroche et au niveau des fréquences qui sont utilisées, puisque ce sont les fréquences françaises. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la 4G, et là vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ce téléphone est doté des fréquences, et je vais vous le montrer, qui sont des fréquences, donc on appelle ça des bands quand on parle de la 4G. Donc on a la band 1, 3, 7, 8 et 40. Et il faut savoir qu'en France, on utilise la 3, la 7 et la 20. Donc vous l'avez compris, il y a 3 fréquences inutiles, la 1, la 8 et la 40. La 40 étant une fréquence TD-LTE qui est absolument pas exploitable en France. Et il manque naturellement la fréquence 20. Alors la fréquence 20, c'est un peu dommage quand même parce que il y a certains opérateurs qui ont à peu près la moitié de leur réseau et de leur antenne qui tournent sur cette band 20. Ce qui fait que finalement on est sur un téléphone qui est effectivement un 4G, c'est clair. Il est 3G et 2G, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Ça, la 2G et la 3G, je les enlève tout de suite parce qu'elles ne posent pas de problème sur ce téléphone. Mais je vais m'attarder sur la 4G puisque, comme vous l'avez compris, il y a des opérateurs qui utilisent le band 20, la fréquence band 20, et qui ne peuvent donc pas, en tout cas ces opérateurs ne seront pas compatibles, ou ce téléphone ne sera pas compatible avec les réseaux de ces opérateurs, avec une partie non négligeable des antennes de ces opérateurs. Ce qui fait que vous êtes bien ici en présence d'un téléphone 4G, mais qu'en fonction de l'endroit où vous allez essayer de vous raccorder en web mobile, vous aurez tantôt de la 3G, parce que la band 20 ne sera pas disponible, vous ne pourrez pas vous y accrocher, ou tantôt en 4G, parce que vous utiliserez les deux autres normes, 3 et 7. Voilà, donc c'est clairement, selon moi, l'un des points faibles de ce téléphone, à savoir donc la version internationale, qui est la version que je suis en train de tester, ici devant vous. Donc plus précisément, c'est la version Oppo R7F, version internationale couleur silver. Et bien la version que je suis en train de vous montrer tout de suite n'est pas dotée de la fréquence 20, band 20, et c'est donc selon moi clairement un gros point faible pour ce téléphone qui se veut en tout cas international et qui se veut être adapté au marché français. Et c'est clairement dommage. Vous le savez, je suis très critique aujourd'hui avec les constructeurs chinois qui ne savent pas justement adapter leur téléphone au réseau justement sur lesquels ils essaient de commercialiser. C'est un peu dommage quand même qu'un constructeur comme Oppo ait oublié
de mettre la Ben 20. C'est presque une erreur de débutant. Voilà. Donc il y a quelque chose ici qui est franchement dommageable, franchement regrettable. Alors après, pour le reste, on est quand même sur quelque chose de satisfaisant, puisqu'on a du Wi-Fi, ABGN avec fonction DNLA, micro USB 2.0 avec fonction OTG. D'ailleurs, il y a un paramètre dans le menu paramètres qui vous permet de gérer cette activation ou non de la fonction OTG, parce que vous pouvez décider de ne pas l'activer. Je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, vous avez le choix. Vous n'avez par contre, à contrario, ni de radio FM, ni de NFC, ni d'infrarouge. Alors l'infrarouge, bon, c'est quelques téléphones haut de gamme, ultra haut de gamme qui ont tendance à utiliser l'infrarouge pour transformer le téléphone en télécommande de télévision, par exemple. C'est pas très utile en soi, mais il y en a qui le font. Le NFC, c'est une norme qui n'est pas très exploitée aujourd'hui et qui ne le sera probablement pas beaucoup dans les mois à venir. Et finalement, il manque quoi? La radio FM. Donc à vous de voir si la radio FM, c'est vraiment un manque pour vous. Vous pouvez très bien passer par de la radio web pour compenser la chose. Ou écouter un petit Deezer ou Spotify, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, au final, on est sur un téléphone qui a globalement un bon niveau d'accroche. Les accroches sont bonnes d'ailleurs. Quand le téléphone s'accroche à un réseau, s'accroche en Wi-Fi ou autre, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de déconnexion intempestive. Donc, on est globalement sur quelque chose de cohérent, de bien pensé, à l'exception de la Ben 20, sur laquelle je reviendrai tout au long de cette vidéo. Vous allez le comprendre, c'est clairement quelque chose pour moi qui m'agace. Donc, et je vais le dire à plusieurs reprises, c'est déjà le cas. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des fréquences. Il est donc temps de passer au système d'exploitation et de vous parler de ce dernier. Le système d'exploitation, quel est-il? Alors, les amateurs avisés le reconnaissent sans l'ombre d'un doute, il s'agit d'Android, notamment parce qu'on a le Play Store ici. Donc ça ne trompe pas. Il y a un certain nombre de détails comme ça qui font que de toute façon, quelqu'un qui connaît Android sait que ce téléphone est Android. Alors maintenant, la chose, c'est que vous allez remarquer que ce téléphone a un système de navigation, une ergonomie qui est à plat. C'est typique aussi des constructeurs chinois, ça, d'avoir quelque chose de très à plat, sans profondeur de navigation. Donc on n'a pas de menu à proprement parler, parce que l'icône paramètres se retrouve directement sur l'accueil, un des panneaux d'accueil. Par contre, le menu paramètres, il est bien composé, il y a 3 panneaux, général, son, affichage, et qui vous permet de gérer en tout cas les différents paramètres du mobile. Donc je vais essayer de passer très rapidement sur les choses qui ne sont pas très utiles. On retrouve la fonction heure paisible qui vous permet de gérer notamment un horaire pendant lequel le téléphone n'a pas le droit de sonner, on n'a pas le droit de vous appeler. C'est pas quelque chose de spécifique à ce téléphone, mais voilà, c'est une petite fonction qui mérite qu'on s'y attarde, elle est bien sympathique. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve une fonction qui s'appelle batterie et stockage, divisée en stockage et batterie. Et ça vous permet notamment d'accéder à un mode économie d'énergie. Alors économie d'énergie qui peut par exemple s'activer à partir de 15%, un mode économie d'énergie, 10%, un mode économie d'énergie qui peut aussi vous lancer une alerte quand vous êtes en train d'arriver à 40%. Ça vous permet également de connaître qu'est-ce qui consomme ou pas d'énergie chez vous, quelles sont les applications, l'usage qui consomme de la batterie chez vous. Voilà, donc on a un mode économie d'énergie qui est plutôt bien pensé. Le mode mémoire, lui, vous permet tout simplement de constater, de regarder qu'est-ce qui consomme de la mémoire de stockage chez vous sur votre mobile. Voilà, donc c'est fonction assez simple, assez ludique, assez graphique, vous l'avez vu, et bien faite. Vous avez aussi la fonction qui s'appelle forme et mouvement. Alors c'est pas typique Oppo, d'autres constructeurs chinois le font, mais ça permet notamment d'avoir un certain nombre de gestes qui donne une utilisation plus agréable du mobile. Par exemple, double accueil et j'éteins l'écran. Double tape sur la face avant de l'écran, j'allume l'écran. Double accueil, j'éteins l'écran, je dessine un O, voilà, un peu mieux comme ça, et j'active le mode appareil photo. Donc, il y a tout un tas de raccourcis qui sont programmables sur ce mobile, ce qui sont d'ailleurs assez sympathiques. Vous pouvez soit utiliser ceux par défaut, soit même en créer d'autres. C'est tout à fait possible. Vous avez vraiment tout un tas de bonnes choses au niveau de la gestuelle que vous pouvez faire avec ce téléphone. Voilà. Donc vous pouvez même paramétrer vos propres codes. Par exemple, un trait vers le haut pourrait par exemple vous permettre d'activer la messagerie lorsque vous avez un écran éteint. Bon, c'est ce genre de choses et c'est très bien pensé. Alors je regarde un petit peu ce que j'aurais pu oublier justement au niveau des différents paramètres. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer? Voyant de notification, ouais, voilà. Donc ça vous prouve bien qu'il y a une LED, il y a une LED de notification. Voilà. Donc on va revenir sur le général, et ça va me permettre notamment de vous montrer le à propos, et de vous montrer qu'on est sur un Android ici 4.4.4. Alors je vais juste vous le montrer peut-être parce que ça se voit pas trop bien. Donc espérons que la caméra fasse son petit focus. Oui, c'est bon. Version d'Android
4.4.4 et sur ce téléphone il y a une surcouche qui n'est pas d'Oppo, c'est pas Oppo qui l'a fabriquée, qui l'a faite, c'est une surcouche externe qui s'appelle ColorOS et ici dans la version 2.1. Alors ColorOS c'est une surcouche qui est revendiquée comme étant très largement utilisée notamment par l'éditeur, en tout cas la marque ColorOS, puisque visiblement sur le site internet de ColorOS, donc on dit que ce système d'exploitation, cette surcouche, est utilisé par plus de 35 millions d'utilisateurs. Bon, après en Chine, ça arrive très facilement, hein, les 35 millions d'utilisateurs. Quand vous voyez que du Xiaomi arrive à vendre des millions d'unités en précommande en quelques heures, bon, vous comprenez assez rapidement que 35 millions au niveau de l'échelle nationale chinoise, au niveau du marché chinois, c'est pas grand chose. Au niveau du marché mondial et plus particulièrement français, bon, ça peut dire quelque chose. Mais bon, voilà, donc 35 millions, ou je crois un peu plus de 35 millions d'utilisateurs, c'est une surcouche très bien pensée. Elle est très bien faite, si ce n'est, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais il y a un petit coup à prendre, hein, c'est pas désagréable, si ce n'est ce système à plat, hein, il n'y a vraiment pas de profondeur de menu, on va pas s'enfoncer, hein, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux d'accueil, même les paramètres sont sur les panneaux d'accueil, et après on active l'application, mais il n'y a pas de profondeur de menu avec un menu dans lequel on va chercher le paramètre, etc. Donc c'est très très léger, c'est à plat, voilà. Donc un système d'exploitation bien sympa. Alors je vous ai montré notamment le gestionnaire des mouvements, hein, des gestes. Vous avez aussi un gestionnaire de thèmes si vous voulez personnaliser justement l'accueil et autres de votre mobile. Voilà, donc c'est un market, hein, c'est une place de marché où il y a des thèmes gratuits, hein, je vous rassure, et qui est géré par ColorOS. Donc ça c'est un des paramètres notamment. Il y a musique qui vous permet d'utiliser un petit widget. C'est ce petit widget là. Donc voilà, ça c'est le widget lecteur MP3 d'Oppo, en tout cas de ColorOS. Voilà, donc on va couper la musique quand même. Hop, tac, avec un petit fondu enchaîné, c'est classe. Donc ça c'était pour la musique. Donc vous l'avez vu, voilà, il y a tout un tas de bons points. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors au niveau des contacts, au niveau de la saisie des SMS, vous allez voir, c'est assez classique. C'est un petit peu retravaillé au niveau du design, hein, c'est skinné quoi. Mais voilà, si vous êtes utilisateur d'Android aujourd'hui, vous ne serez pas déconcerté. Pour la saisie des numéros de téléphone, bon, vous l'avez vu, c'est assez simple, c'est propre, hein, c'est très flat design, c'est très moderne, mais on est sur quelque chose de très classique. Le calendrier, vous voyez, hyper classique. C'est flat design, encore une fois de plus, mais hyper classique. Qu'est-ce que l'on a qui est installé par défaut au niveau de ce téléphone qui peut être sympa? Il y a OCloud, qui mérite d'être mentionné, un espace de stockage en ligne notamment qui vous permettra de faire des copies de sauvegarde. Vous avez aussi une fonction backup hein, quand même. Vous avez un bouton qui s'appelle verrouiller maintenant. Quand vous appuyez dessus, qu'est-ce que ça fait? Ça verrouille le téléphone. Bon, pas sûr que ce soit la fonction qui soit la plus étonnante et surprenante qui soit, mais enfin soit, vous avez la fonction donc sauvegarder et restaurer, donc comme je l'ai évoqué, centre de sécurité, pas bête, qui vous permet notamment de nettoyer la mémoire, que ce soit sur les fichiers temporaires ou la RAM notamment, surveiller des données, donc à savoir quelle est votre consommation de data, et éventuellement faire un blocage dessus, bloquer des SMS et des appels, c'est-à-dire que vous allez bloquer des numéros de téléphone, qui pourraient être voilà, un peu agaçants. Vous avez voilà, tout un tas de paramètres, économie d'énergie notamment, et mode invité, qui apparaissent. Donc le centre de sécurité, qui n'est pas forcément des mieux nommés, mais qui existe, est une bonne application. Et alors après, Antutu, Epic Citadel, VLC, Asphalt 8 et ici CPU-Z sont des applications que j'ai installées moi-même. Donc vous l'avez vu, c'est light hein, au niveau du système d'exploitation, et pourtant, hein, il consomme quand même pas mal de mémoire de stockage. C'est assez étonnant, mais voilà, on est sur quelque chose qui, principalement, est ludique, graphique et ergonomique. Voilà. Donc c'est vraiment le sens de cette surcouche. Hein. Elle n'apporte pas des tonnes d'applications, elle apporte de l'agrément d'utilisation. Voilà. Ce n'est pas des applications qu'elle apporte, c'est du fonctionnel et de l'ergonomique. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du système d'exploitation. Donc il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. À qui se destine-t-il? Finalement un peu à tout le monde, mais surtout finalement aux vrais passionnés, parce qu'il faut quand même l'acheter en ligne, certes sur la boutique officielle, mais c'est un téléphone chinois, la garantie n'est que d'1 an, si vous avez un problème en termes de garantie, il faut le renvoyer. Bon, donc c'est vraiment pour les geeks passionnés, peut-être vous. Qui est en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc c'est effectivement un téléphone de geek passionné qui est prêt finalement à commander sur internet, à prendre le temps de recevoir le téléphone, voilà, tout simplement, et à accepter une garantie d'1 an seulement. Mais ça reste quand même un bon mobile. Alors, il y a 2 points sur lesquels je m'attarde lorsque je parle de l'usage. Je ne vous parle pas du lecteur MP3, bon je vous l'ai montré tout à l'heure, lecteur vidéo, tout ça. Ce sont des fonctions, des usages, notamment email, voire une page web, sont des usages très classiques sur un smartphone.
Il n'y a pas de smartphone aujourd'hui qui peut vraiment être mauvais là-dessus. Sinon, c'est pas un smartphone, quoi. Faut vraiment faire autre chose. Faut que le constructeur change de métier. Mais il n'y a pas de mauvais smartphone sur les usages désormais qui sont des usages classiques, y compris l'appel téléphonique et le SMS de ce mobile. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder sur 2 points. Le premier, c'est le capteur photo, ou en tout cas les capteurs photo. Alors, je le rappelle, 2 échantillons photos réalisés avec ce téléphone seront publiés sur le site de Tough for Phone, bien sûr. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tough for Phone, donc notamment pour regarder un échantillon photo qui sera pris avec le capteur dorsal de ce téléphone et un échantillon photo réalisé avec le capteur frontal pour les selfies. Alors l'autofocus est précis, il est efficace, rapide. Une fois qu'il se positionne, il ne papillonne pas, mais vous pouvez vous aussi débrayer l'autofocus et le mettre en manuel pour choisir un endroit où le capteur photo doit faire la focale. Donc on est sur un capteur photo 13 mégapixels, technologie Samsung ISOCELL qui marche très très bien, vraiment très très bien. Les photos sont vraiment très bonnes. Elle gère bien, c'est un capteur qui gère bien la lumière, qui gère bien les couleurs aussi, plutôt bien dans le sens où il essaie quand même de les mettre vives. Les couleurs sont quand même relativement vives, mais à l'instar de l'écran qui est aussi un AMOLED. Donc c'est logique finalement, on est sur des composants qui ont envie de tirer de la lumière et surtout de la couleur à fond. Donc il y a du contraste. Voilà, je vous engage vraiment à regarder les échantillons photos publiés sur le site de Tough for Phone, ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Mais pour ma part, en tout cas, vous avez mon sentiment. Le capteur photo frontal, c'est la même chose. On est sur un 8 mégapixels, bon là pour le coup, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de flash LED, mais il est efficace et surtout qu'il y a ce mode ici que vous avez vu, qui est le mode Face Beauty qui permet notamment d'améliorer le comment dire la netteté de votre image, la netteté de votre peau et d'avoir un beau visage. Voilà, c'est Face Beauty ou en tout cas Beauty. Donc là aussi, vous retrouverez un échantillon photo pris avec le capteur photo frontal de ce téléphone. Voilà, les photos sont vraiment sympas pour un capteur photo selfie, c'est-à-dire sans flash LED et autofocus. Mais c'est un 8 mégapixels qui prend vraiment des bonnes photos, je trouve, c'est assez sympathique, comme le capteur dorsal de 13 mégapixels. Le capteur photo frontal n'est pas un Samsung, le capteur dorsal est un Samsung. Voilà, donc ça aussi, c'est pour vous dire que la marque a choisi des composants de marque, justement. Elle n'a pas pris le plus petit, obscur fournisseur sous-traitant, qui aurait pu d'ailleurs lui fournir des composants qui ne soient pas bons, en tout cas pas en termes de spec. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est bien normé, respecté, avec des sous-traitants de marque, Samsung notamment, pour tout un tas de composants, d'éléments de ce téléphone. D'ailleurs, c'est vraiment bluffant le nombre de composants qui sont des composants Samsung. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la capacité photo de ce téléphone. Elle est bonne, elle est plutôt bonne. Les photos sont vraiment sympas. Voilà, il n'y a pas trop de critiques à faire pour des photos prises avec un smartphone. Faut être clair, c'est un smartphone, c'est pas un boîtier réflexe. Mais les photos sont de bonne qualité. Autre point, donc c'est la batterie. Alors la batterie, ou en tout cas la consommation énergétique de ce téléphone et l'autonomie de ce téléphone, il y a plein de choses à dire. Alors premièrement, la batterie de ce téléphone, c'est une batterie de 2320 mAh. J'ai testé donc ce téléphone chargé à 100%, donc je mets la batterie à 100%, je regarde 1 heure de vidéo, 50% de son, 50% de luminosité, et combien de pourcents ça consomme de batterie au final sur le Oppo R7? Entre 18 et 20% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. C'est vraiment pas mal. Donc on est sur un téléphone qui, visiblement, est doté d'une bonne autonomie, alors que il est plutôt fin, alors que la batterie n'est qu'une batterie de 2320 mAh, qui est une petite batterie finalement, parce que bon, il y a des constructeurs qui sortent beaucoup plus gros aujourd'hui, des 3000 mAh et plus. Mais là, on est sur allez, pas une petite quand même, j'ai peut-être été un peu vache quand j'ai dit petite, mais on est sur une batterie qui est moyenne, 2320 mAh, et qui tient. Alors qui tient probablement pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a un écran AMOLED. Les noirs sont vraiment des noirs parce que sur un écran AMOLED, il faut le savoir, quand le pixel est noir, en fait l'écran s'éteint, ou en tout cas éteint le pixel, au contraire d'un écran IPS par exemple, où les pixels noirs sont quand même allumés, et ça fait une sorte de grisé. Ici, c'est ce qui d'ailleurs renforce le contraste de ce téléphone, ou en tout cas de l'image de ce téléphone, c'est que la technologie est une technologie AMOLED, qui visiblement aussi est une technologie qui ne consomme pas trop d'électricité. Deuxième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, les composants de ce téléphone, notamment le processeur et le processeur graphique, sont des composants moyen de gamme. Et bien c'est un bon point, puisque ça permet au téléphone d'avoir une meilleure autonomie. Ces composants consomment moins d'énergie que des Snapdragon 800 et quelques. On a encore ici un bon point. Donc l'autonomie est bonne de ce téléphone, c'est une bonne autonomie qui est doublée par 2 particularités. Primo, vous l'avez vu, il y a un économiseur d'énergie, ce qui est quand même pas mal. Ça vous permet de réduire la consommation énergétique de ce téléphone sans avoir installé une application tierce qui va plus ou moins bien marcher.
Donc on est sur un vrai mode économie d'énergie qui marche bien. Et à côté de ça, le téléphone est doté d'une recharge rapide par le biais du port micro USB. Donc il y a un adaptateur secteur qui envoie un peu, le câble qui va bien. Tout ça pour recharger rapidement le téléphone. Alors le constructeur évoque que une demi-heure, c'est à peu près 75% de batterie rechargée. J'ai fait le test moi-même, une demi-heure, 41% de batterie rechargée. Donc on n'est pas dans les 75 et on en est quand même loin, on est presque à la moitié. Mais une demi-heure de recharge pour 41% de batterie sur une batterie de 2320 mAh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est efficace. Voilà, donc un bon point. Et pour le capteur photo, les capteurs photo, et pour l'autonomie de ce téléphone qui dépassera allègrement les 1 jour avant la recharge. Voilà. Donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense. Alors, une vidéo qui dure, ma foi, longue. Elle est longue celle-là. 40 minutes, plus de 40 minutes, je regarde la caméra, je regarde le petit timer qui est sur la caméra. Cette vidéo fait déjà plus de 40 minutes parce qu'il y avait plein de choses à dire. Maintenant, il est temps de passer à la conclusion et de redétailler un petit peu les points. Alors, ce téléphone est doté d'un design qui est vraiment waouh. C'est wow effect, le design. C'est vraiment un téléphone très beau, très étudié. Et l'une des forces, vous l'avez compris, c'est la rigidité, c'est la vitre Corning Gorilla. Donc un très beau téléphone, très beau téléphone, et c'est l'une des forces de ce dernier. Ce qui est bien aussi avec ce téléphone, c'est l'image et le son. On est sur une image qui est vraiment très belle, et sur un son procuré par le haut-parleur, et l'écouteur et le jack 3.5 qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc rien à dire là-dessus, au contraire, c'est du très bon. C'est du très bon, écran AMOLED, je le rappelle. Au niveau des performances, on est sur quelque chose de plutôt moyenne gamme. C'est un peu étonnant avec le prix, mais je vous l'ai évoqué il y a quelques secondes, le fait d'avoir un processeur et un processeur graphique moyenne gamme, ça donne un téléphone qui consomme moins d'énergie. C'est quand même pas mal. Au niveau du système d'exploitation, on est sur un Android merveilleusement efficace grâce à ColorOS. Une surcouche que l'on ne connaît pas trop en Europe, plutôt chinoise, mais qui va probablement se développer avec le temps, en tout cas en termes de part de marché, et qui est une surcouche qui est efficace. Voilà, alors on aimera ou on n'aimera pas le fait d'avoir tout à plat, mais ça marche bien, c'est coloré, c'est ludique, c'est ergonomique. Donc un bon système d'exploitation qui est Android 4.4.4 KitKat, donc il n'y a pas de version à jour 5.0, de toute façon ça ne servira à rien. Et on a une surcouche graphique qui s'appelle ColorOS 2.0, très bien pensée, qui marche à merveille. Au niveau de la connectivité, on est malheureusement, et c'est le gros point faible de ce téléphone, on n'est pas forcément très bien servi. Alors oui, on a de la 2G, on a de la 3G, on a de la 4G, mais il manque le Ben 20, comme je vous l'ai dit, j'insiste bien sur cette notion parce que je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage, pour moi c'est un fail de la part de ce constructeur qui aurait dû penser à toutes les fréquences nécessaires pour les marchés sur lesquels il a envie de commercialiser. La France n'est pas forcément un petit marché, la France est un marché qui plaît notamment aux constructeurs chinois, parce que c'est un marché où il y a un peu de volume encore et surtout des marges assez intéressantes. Et bien malgré tout, même comme ça, on a encore ici un constructeur qui oublie de mettre les bonnes fréquences, surtout en 4G. C'est un peu dommage, et ben voilà, c'est à vous maintenant de juger si c'est vraiment un problème pour vous, mais pour moi c'est assez rebutant, c'est vraiment un problème négatif, c'est vraiment quelque chose de négatif. Voilà, donc par contre on a du micro USB, on a du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Pas de NFC, ok, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est un choix assez étonnant, il n'y a pas de NFC. Pourquoi ? Ça aurait rien coûté, ça aurait coûté quelques centimes à ce mobile et ça aurait permis justement d'avoir un discours marketing qui consiste à dire que ce téléphone est doté de toutes les fréquences nécessaires. Pas de tuner FM. Bon, c'est un peu dommage. Pour certains, ça sera vraiment un problème également. À titre personnel, j'utilise jamais la radio sur mon téléphone perso. Donc, bon, moi, ça me dérange pas des masses. Pas d'infrarouge, mais bon, là aussi, c'est extrêmement anodin, extrêmement marginal comme utilisation. Et on a quand même du GPS qui marche très bien, qui précise, en tout cas qui trouve la localisation très rapidement, notamment parce qu'il y a une fonction AGPS. Donc on est sur du bon. Voilà, en termes de connectivité, j'entends, et en termes d'accroche. Sur la connectivité, je le rappelle, l'accroche 4G, enfin, ouais, le Ben 20 en 4G, quoi. C'est un peu dommage. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de ce mobile? C'est la conclusion de la conclusion. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Est-ce que je le recommande à l'achat ou pas? Alors, est-ce que c'est un bon mobile? Oui. Est-ce que c'est un mauvais mobile? Un peu quand même, hein, à cause de la connectivité. Est-ce que c'est un mobile que je recommande ou pas? Globalement, oui. Alors c'est là où je suis un peu embêté parce que je peux pas dire que ce téléphone est mauvais. Je peux pas tirer dessus, je peux pas dire qu'il est mauvais parce qu'il a quand même beaucoup de bons points. Il a vraiment beaucoup de bons points. Je les ai tous redétaillés il y a quelques secondes dans la conclusion. Donc il y a vraiment beaucoup de bons points. Mais je suis vraiment, à titre personnel, je vais vous le dire,
Si j'avais dû acheter ce téléphone à titre personnel, en fait, au final, je n'aurais pas acheté. Pourquoi? Parce que la fréquence 20 absente de la 4G, pour moi, c'est un fail, quoi. C'est une vraie erreur. Est-ce que pour vous, c'est un vrai problème? Il y a encore beaucoup d'utilisateurs en France, près de 80% qui ne sont pas en 4G, qui n'utilisent pas la 4G. Alors, à vous de me dire si c'est un problème. Moi, c'en est un. Pour vous, c'en est peut-être pas un. Mais voilà, bon. C'est à vous finalement de décider, mais vous l'avez compris, je ne peux pas dire que c'est un mauvais mobile. C'est là où je suis un peu embêté. Ça n'est pas un mauvais mobile. Il est presque adapté à son prix. 400 € quand même, c'est un petit peu élevé, mais c'est cohérent. Et finalement, j'ai pas de critique à faire, si ce n'est la fréquence 4G, que j'ai détaillé plusieurs fois et que je vous ai indiqué comme étant un vrai problème plusieurs fois. Voilà. Donc à vous finalement de vous faire votre propre idée par rapport à cet ensemble de points que j'ai détaillé tout au long de cette vidéo. Finalement, ça sera la manière la plus objective de savoir si oui ou non vous devez acheter ce mobile. À vous de vous faire votre propre opinion sur la base de tous ces points que j'ai détaillés tout au long de cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, bien sûr. Bien sûr, une vidéo qui est un peu plus longue que ce que j'avais prévu à l'initiale. Donc merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo qui est publiée sur YouTube, mais aussi sur notre site web top-fort-fun.fr. Alors n'hésitez pas aussi à passer sur le site parce que vous avez 2 échantillons photos. Là aussi, ça vous permettra de vous faire votre propre idée au niveau de la qualité photo de ce mobile. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. J'allais l'oublier cette notion, mais vous êtes peut-être déjà abonné. Et si c'est le cas, je vous remercie. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube qui, en juillet 2015, compte déjà près de 64 000 abonnés. Et si vous êtes abonné, je vous remercie. Et si ça n'est pas encore le cas, mais qu'attendez-vous, bon sang? Allez vous abonner à notre chaîne. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est la 2e fois que je me répète. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et de présentation. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.